En off, c'est ton émission dédiée aux acteurs du milieu du foot. Anecdotes, transferts, business, tous les secrets seront révélés ici. Cette semaine, nous recevons le directeur général de l'Union Saint-Gilloise, Monsieur Philippe Bormans, est dans la maison. C'est un véritable honneur que de pouvoir le recevoir. On va parler évidemment de toute une série de sujets liés à la construction de ce club qui est devenu aujourd'hui un grand club de Belgique et qui fascine absolument l'Europe. Alors si tu es de France, d'Angleterre, que tu comprends le français et que tu veux comprendre évidemment c'est quoi l'Union Saint-Gilloise, c'est évidemment ici que ça se passe. Tout de suite, c'est parti pour le meeting. Et on remercie bien évidemment Unibet Experts qui est le support de cette émission. Et également, on vous dit d'aller liker, abonnez-vous, ça fait super plaisir. Et puis pour ceux qui sont en podcast, comme d'habitude, les 5 étoiles et le petit commentaire. Philippe, comment ça va ? Ben, ça va, merci. Je suis super content de te recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de me permettre de comprendre un peu ton club extraordinaire. Ce club qui fait rêver l'Europe. C'est dingue. Je suis vraiment content d'être ici aussi. J'espère qu'on peut changer un peu et on peut toujours apprendre des deux côtés. Bah oui, on va échanger, ça fait voilà, plaisir. Puis moi, j'ai envie d'apprendre un peu à te connaître, à savoir qui tu es. Dis-moi, tu as toujours voulu être dirigeant de club de foot. Philippe Jeune, il a toujours voulu travailler dans ce métier-là ? Oh, je pense pas vraiment. Je pense pas que comme enfant, qu'on veut être un dirigeant dans un club de foot, non. Mais j'ai toujours aimé le foot, ça oui. Et quand j'ai eu l'occasion, quand j'ai quitté l'école, j'ai eu l'occasion de commencer à Saint-Tron. C'était vraiment dans le billetterie, comptabilité, un peu pour les jeunes aussi. J'ai pas hésité et j'ai vraiment commencé là au niveau le plus bas. Et j'ai vraiment pu apprendre c'est quoi un club de foot parce que j'étais supporter du foot et j'aimais le foot. Mais regarder à l'autre côté du rideau, ça c'est vraiment encore autre chose. Et là, j'ai appris beaucoup. Et j'ai appris comment fonctionne un club sur chaque niveau. Et j'ai vraiment fait tout pour comprendre aussi, parce que quand on parle avec quelqu'un, quand on est dans un job comme le mien aujourd'hui, c'est vraiment important, je trouve, de savoir de quoi qu'on parle. Et ça, c'était vraiment utile. Mais qu'est-ce qui te passionne dans ton métier ? Pourquoi tu fais ce job, en fait ? Oh, pourquoi je fais ce job ? Je suis un peu roulé dedans, je vais dire. Mais c'est vraiment intéressant parce que quand j'étais jeune, j'ai toujours fait un peu de commerce. C'était avec mes chevaux. Et dans le foot, c'est un peu... Les deux milieux sont vraiment... Ils se comparent beaucoup fort parce que en fait, c'est un sport et ça donne toujours quelque chose d'extra, de faire rêver. Hein? Mais à l'autre côté, il y a aussi un business qui va derrière et ça m'intéresse beaucoup de faire des deals et d'essayer de faire des choses qui font grandir le club. Il y a une stratégie derrière et ça, c'est vraiment qui m'inspire beaucoup. C'est intéressant. Et tu parlais justement que tu as commencé avec les chevaux. Comment ça se passait ? C'est-à-dire que vendre des chevaux, c'est tout un travail très particulier. Moi, j'habite pas loin aussi de la campagne, donc je vois beaucoup d'éleveurs, etc. Et faire grandir le cheval aussi, il y a différents types de gens qui font du business. Il y a des gens qui font de l'intermédiation, qui font intermédiaire pour que les chevaux puissent aller, par exemple, de l'Europe à l'étranger. Ça marche beaucoup avec les courses de jockey. Puis il y a aussi les chevaux... je dirais de classique avec les chevaux d'obstacles, etc. Toi, tu étais plutôt de quelle école ? C'était plutôt ces chevaux-là ? Oui, mes parents, ils avaient une ferme avec des vaches surtout. Et on avait des petits poneys chez nous. Alors, dès que j'étais jeune, j'ai commencé à monter un peu. Pas vraiment au niveau spectaculaire, mais juste pour m'amuser, quoi. Et avec l'école, ça prenait beaucoup plus de temps et j'avais moins de temps pour mes chevaux. Mais je faisais encore un peu de commerce. Et j'ai toujours trouvé ça intéressant d'avoir ce contact avec des gens et essayer de décrire un produit parce qu'un cheval, tu sais apprendre aussi beaucoup. Après, bon, j'avais pas vraiment beaucoup de temps qui me restait parce que j'avais beaucoup de travail au boulot. Alors, j'ai fait un peu d'élevage. Et ça, c'est devenu vraiment un hobby. C'est de créer des chevaux qui donnent quelque chose au sport. Et qui ont notre nom, hein, le nom de l'écurie. Et là, bon, on peut les suivre. Hein. Ils sont, après, quand ils sont chez nous, ils partent après dans le monde entier. Et tu sais toujours les suivre. Tu sais que ce cheval-là, qui est né avec un tel nom, qui fait maintenant des grands succès à l'étranger, ça c'est vraiment intéressant à suivre. Et le lien avec le foot est un peu là, parce que on essaie aussi de créer
des top joueurs qui, après nous, aussi vont... qui passent dans le monde entier. Ça, c'est extraordinaire et on va évidemment en parler. Est-ce que tu es toujours dans les chevaux actuellement? Tu fais Oui, toujours un oui, peu? oui, j'ai encore pas mal de chevaux. Je pense que on fait beaucoup d'élevage. Je pense que cette année, on a 20 poulains qui doivent être nés. Incroyable. Et jusqu'à présent, on est à 3. Il y a 3 qui sont nés. Et c'est le moment maintenant. Hein. C'est entre mars et juin, disons. Alors là, on a vraiment, ils n'ont pas vraiment beaucoup de boulot, mais j'ai pas mal de gens qui s'occupent de ça. Mais je le suis. Hein. Je veux toujours savoir quand ils sont vendus après, quand ils font leur carrière internationale. Je viens de voir encore qu'il y a quelques jours que Chadli, le cheval Chadli, Incroyable, Nasser Chadli. qui est né en 2018. Oui, tout à fait. Qui a gagné encore une épreuve, j'ai vu. Alors ça me fait vraiment plaisir de voir qu'ils font bien. C'est dingue. Et c'est toi qui choisis les noms? Parce que Chadli, c'est quand même incroyable de l'appeler Chadli. Oui, mais il était né, je pense, la nuit quand il a marqué le Japon. Mais non, c'est ma copine et moi. Bon, c'est rare qu'on utilise un nom du foot. Non, ici, c'est exceptionnel. Mais c'était aussi un but exceptionnel. On essaie toujours de créer ou de donner quelque chose qu'on retient aussi, qui est lié, par exemple, à sa maman ou des trucs comme ça. Mais non, c'est vrai, on fait ça ensemble. Donc, à chaque grand événement de l'Union, gagner la coupe, le buteur de la coupe, tu vas mettre le nom. Le dernier buteur du titre de l'année dernière, tu vas mettre le nom aussi ou pas du tout? Tu n'as pas fait sur les Non, non, j'ai pas fait ça, mais je pense que allez, c'est rare. Nous, c'est rare que ça se passe comme ça. Et on essaie toujours de trouver quelque chose, un nom qui va avec le poulain, avec le cheval, ou qui est lié avec la ligne maternelle, des trucs comme ça. Mais ici, c'était vraiment parce que c'était un but exceptionnel, à un moment surtout exceptionnel aussi, qu'on a dit, OK, lui, et c'était aussi avec la lettre C, alors on a dit, OK, ça c'est Chadli. Et dis-moi, c'est quoi la vraie différence qu'il y a entre le Philippe Bormans qui était à Saint-Tron et celui qui est maintenant directeur général de l'Union Saint-Gilloise? Pendant tout ce temps, tu as appris beaucoup de choses, tu as traversé plein d'épreuves, etc. Tu as grandi aussi. Comment toi, tu peux faire un peu le throwback par rapport au passé et maintenant, quand tu réfléchis à tes débuts de dirigeant de Saint-Tron? Je pense que j'ai appris beaucoup à Saint-Tron, mais vraiment en faisant beaucoup de choses aussi. Je dois remercier aussi Roland Duchâtelet à l'époque qui m'a soutenu parce que j'avais, je pense, 26, 27 ans. Et être dirigeant d'un club de foot, c'est pas facile. Il faut avoir quand même un peu d'expérience. Mais ils m'ont soutenu avec l'ancien président Barthelmez aussi. Je me rends compte maintenant que c'était pas rien, quoi. C'était vraiment quelque chose de donner les clés d'un club à quelqu'un tellement jeune. Et je pense que j'ai appris beaucoup. Je suis un peu moins naïf, je pense. À l'époque, je pensais vraiment de changer le monde en 24 heures, mais ça n'existe pas. Je pense que dans le foot, tu apprends. On comprend chaque jour que ça ne se passe pas comme ça. Je suis devenu, je pense, moins naïf. Et c'est vrai, avec l'expérience. Mais j'espère toujours que j'ai encore cette naïveté un peu en moi, parce qu'une fois que tu perds ça, c'est aussi facile de devenir cynique, quoi. Un peu blasé, quoi. C'est ça, par le milieu. Oui, parce ou cynique, oui, c'est... Tu n'as que 38 ans, hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as que 38 ans. Les gens pensent que... Les 40 arrivent. Non, mais c'est ça. Mais quand on en a discuté ensemble, je t'ai dit, moi, j'avais l'impression que chaque fois qu'on me parlait de toi, c'était vraiment que tu avais une petite quarantaine, voire une cinquantaine d'années, etc. C'est parce que tu as tellement travaillé très, très tôt dans le milieu qu'en fait, la situation a fait en sorte qu'on a l'impression que tu ne fais pas ton âge. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais de nouveau, je pense que parce que je suis arrivé vraiment tôt, hein, je suis arrivé après à l'Union, j'avais 30 ans, qui était toujours très jeune, mais c'était dans un club à ce moment D2, alors c'était plus faisable pour travailler, il n'y avait pas beaucoup de presse, tout ça, on pouvait vraiment travailler, et c'est vrai que ça donne l'impression que je suis peut-être là depuis toujours, mais pour moi, je suis toujours très content d'y être, et je me sens toujours jeune dans ma tête. Aujourd'hui, l'Union, on peut le dire, épate absolument tout le monde. En Europe, les gens me disent « mais c'est fou, comment est-ce que l'Union est parvenue à faire ça ?» À chaque fois, ça crée un espèce de phénomène absolument incroyable. Comment est-ce que vous êtes parvenu à allier les intérêts sportifs
et les intérêts économiques pour qu'à la fois il y ait des résultats, mais aussi il y ait augmentation du chiffre d'affaires, bénéfices, développement de la structure. Comment est-ce qu'on fait ça fondamentalement? Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a un secret? Parce que je pense que toute l'Europe veut connaître votre secret, c'est dingue, quoi. Oui. Il n'y a pas un grand secret derrière. Je pense qu'avant tout, on a défini une stratégie. Notre stratégie, c'était vraiment donner chance aux joueurs qui sont peut-être, qui n'ont pas eu leur chance pour des raisons X, Y, qui n'ont pas vraiment encore eu leur chance sur le plus haut niveau. Ça, c'était vraiment, c'est jusqu'à présent toujours notre stratégie. Et après, il faut garder cette stratégie et ne pas adapter à cause du succès. Et je pense que ça, c'était difficile peut-être pour les gens à comprendre. On a installé quelque chose. Ça nous a pris 3 ans avant de monter. On a appris beaucoup parce que je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs aussi dans ces 3 ans. Et c'est pas grave de l'avouer, mais c'est surtout important d'apprendre et de garder cette stratégie. Et une fois que c'était mis en place, on a créé un groupe sur le terrain, mais surtout à côté du terrain. Et on a eu notre premier petit succès, enfin grand succès, qui était la promotion vers le 1A. Et je pense qu'à ce moment, on n'a pas gardé nos mains sur notre succès, mais on a dit, on y est arrivé avec une certaine stratégie, c'est-à-dire attirer des jeunes talents, ou même moins jeunes talents, qui ne sont pas vraiment connus, mais que vraiment croire fort dans notre manière de fonctionner et de les donner les chances. Et après 1 an, 2 ans, quand il y a un autre club qui passe, un autre train qui passe, avec une possibilité pour le joueur et pour le club pour faire 2-3 pas en avant, de le faire. Et de ne pas garder ce succès, parce que je pense que à 2020, c'était, ou 2021, tout le monde disait « Ouh, maintenant c'est fini parce qu'ils ont perdu leurs meilleurs joueurs, ils ont perdu leur coach. » Mais pour nous, c'était pas ça, c'était vraiment on a notre structure et on garde notre philosophie. Et avec cet argent, on va attirer à nouveau des nouveaux talents, peut-être un peu plus élevés. On peut dépenser un petit peu plus, mais on garde notre stratégie. On attire de nouveau des noms inconnus, au moins inconnus en Belgique. Mais dans 10 mois, tout le monde va les connaître et tout le monde va à nouveau être triste quand ils vont partir. Et c'est comme ça qu'on a travaillé. Et si on avait gardé le petit succès là, peut-être où on était aujourd'hui, on ne sait pas. Mais c'est parce qu'on a vendu, c'était Dennis Undav, je pense, première saison, qu'on a pu attirer Boniface. C'est parce qu'on a vendu Boniface qu'on pouvait attirer Amoura. Amoura est parti, il y a Ivanovic qui est entré. C'est le foot, c'est notre manière de fonctionner, mais c'est aussi parce que le succès vient avec. Entre-temps, tu es vice-champion, tu gagnes ton premier coup. Tu es même champion, tu vas jouer le Champions League, que le risque vient que tu veux toujours des plus grands stars ou de prendre ou te comporter comme un top club et tu oublies peut-être ton stratégie ou ton NDA. Et c'est ça ce que nous, on ne veut pas. Mais ça aussi, pour moi, ça fait partie aussi d'un manque d'ego, de dire, OK, on garde notre structure, on continue, et de nouveau, des noms inconnus vont entrer parce qu'on est fort dans ce qu'on fait, on a confiance comment on fonctionne, on est arrivé là parce qu'on a travaillé comme ça, et on ne va pas changer, et on ne va pas avoir un ego et dire, non, maintenant on veut des noms, on veut des joueurs connus, parce que ça ne fonctionnera jamais à l'Union. Mais l'ADN, quoi qu'il arrive, il a changé. C'est-à-dire que toi, quand tu es arrivé, ce n'était pas la même énergie que quand tu es maintenant directeur général d'un club qui joue la Ligue des Champions. Quoi qu'il arrive, l'ADN, il a évolué. Il y a énormément de choses qui ont bougé dans cette équipe. Moi, je me rappelle de Serge Trimpon, qui était un des premiers directeurs généraux de cette équipe en 1990, dans les années 99, et qui était arrivé, et il devait s'occuper de tout. C'était à l'époque un bénévole. C'est pour ça que quand il est venu dans l'émission, il a dit, pour moi, c'est un peu une bulle artificielle, l'Union actuellement, parce que le club tel qu'il est représenté aujourd'hui n'a rien à voir avec lui qui l'avait repris, quoi. Vous avez récupéré le club, mais vous avez déjà installé des patterns. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment les bases. Vous êtes arrivé, vous avez dit, ça, c'est le club de base. Nous, on a nos idées, on crée le club comme nous, on le pense. Oui, mais je pense que c'est quoi l'ADN d'un club? Je pense que pour nous, il y a certains piliers qu'on veut toujours revoir dans les joueurs,
mais aussi dans le staff qui est à côté, et dans nos supporters aussi, parce que les supporters étaient là devant nous, avant nous, ils sont toujours là, et je pense qu'ils peuvent toujours, quand ils regardent l'équipe, qu'ils se trouvent toujours chez eux, quoi. C'est toujours c'est vrai que peut-être ce sont plus les joueurs qui après le match font aller boire un verre avec les supporters, qui était le cas peut-être en Détroit. Ça, c'est vrai. Burgess, c'est possible un peu. Peut-être. De temps en temps. C'est vrai, ça a changé, mais je pense que l'esprit des gens est toujours le même. C'est vrai qu'on fonctionne maintenant dans d'autres circonstances. On joue en Champions League, on joue pour le titre, chaque année Playoff 1. C'est vrai que c'est différent, mais j'espère quand même que l'esprit des gens qui sont là, c'est toujours le même que des gens il y a 3 ans, et que les supporters se sentent toujours chez eux quand ils viennent regarder un match. Je pense que ça, pour nous, c'est important. C'est vrai que le niveau et le nombre de gens aussi qui travaillent dans le club et la manière de fonctionner, ça a changé. Mais si on veut avoir du succès, ça vient avec. L'un ne va pas sans l'autre. Mais je pense, et ça, j'espère toujours, parce que le moment que ça, c'est plus le cas, qu'on se sent plus chez eux, ou que quelqu'un montre plus le même esprit qu'il y a quelques années, c'est là que ça commence vraiment À dévier. à dévier. Oui. Oui, je comprends. Mais le DNA tu le dis, l'ADN de l'Union, fondamentalement, c'est quoi? Parce que ça peut être un petit peu d'Alex Muzio, un petit peu de Philippe Bormans, un petit peu aussi forcément du grand patron au-dessus qui a d'autres clubs à gérer, un petit peu également de l'identité de l'Union à la base. C'est un mix de tout ça, en fait. Oui. Et je pense que oui, le rôle de Tony Bloom là-dedans est peut-être un peu mal interprété. Tu penses qu'on lui donne plus gros impact que ce qu'il a réellement? Oui, ils étaient deux. Quand ils ont acheté le club, c'était Alex et Tony. Quand moi je suis arrivé, il y a 1 an plus tard, Chris est arrivé. Mais Alex, Chris et moi, on a toujours géré le club ensemble. À 3, chacun son expérience, chacun son domaine. Et ça fonctionne très bien. Il y a quelques années, Tony a vendu la majorité de ses parts à Alex. Alors, c'est Alex maintenant qui a la majorité des parts et Tony encore 20%. Ça a changé, mais il n'était jamais dans le journal, comment on a géré le club. Et on a créé cette idée ensemble en D2. Comment on veut fonctionner. Voilà, on veut être performant avec un budget limité, avec nos ressources, parce que le stade est là. On peut rêver d'un nouveau stade. J'espère qu'un jour, dans le futur proche, ça va se passer. C'est ton grand travail, ça. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, le stade, ce qu'on a, c'est le stade qu'on a et on va travailler avec. On n'a pas des grands sponsors. Revenu ticketing, alors on sait, ça c'est limité. Où est-ce qu'on peut faire la différence? Comment est-ce qu'on peut se battre avec les clubs-là? Mais c'est le recrutement. Et après, vendre ces joueurs aussi. Et après, être au niveau sportif aussi performant, on peut jouer en Europe parce que c'est là que tu gagnes aussi pas mal d'argent. Mais combiner ces trois, et c'est ça peut-être, je pense, qui est un peu, pour les gens, un peu difficile à comprendre, parce qu'il y a beaucoup qui disent, oui, mais il faut avoir un groupe et les garder ensemble pour être performant. Tu ne peux pas et vendre et gagner l'argent là, et être performant sur le sportif. Mais je pense que nous, on a montré qu'on est capable de le faire. Et je ne dis pas que ça va se passer chaque année, mais jusqu'à présent, on est maintenant 5 saisons en première division. Ça fait 5 saisons qu'on joue Playoff 1. On verra maintenant ce que ça donne dans les playoffs, mais c'était toujours dans le top 3 aussi. On s'est toujours qualifié pour l'Europe, ce qui est le cas parce qu'on a gagné maintenant le phase régulière. Alors, on a de nouveau minimum un ticket en Europe. Alors, on le montre que c'est possible. Et c'est ça qui fait peut-être pour les gens un peu difficile à comprendre, mais on garde à cette stratégie. Ça veut dire, parce que quand on parle de DNA, ben pour nous, le DNA, c'est que voilà, quand un joueur arrive chez nous, il a faim. Il ne choisit pas l'union pour l'argent. Et ça ne changera pas. Ça va toujours rester comme ça. On va toujours attirer un joueur qui peut-être est sollicité par d'autres clubs, qui peut gagner plus, mais qui vient chez nous parce qu'il croit que pour sa carrière, c'est le bon truc à faire, c'est signer chez nous. Et on va rater les joueurs qui, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent gagner plus ailleurs, ils peuvent le faire. Mais ça, c'est l'esprit union, un joueur qui arrive chez nous. 1 an plus tard, 2 ans plus tard, il peut partir. Et nous, on va être ouverts à la discussion
parce qu'on est un club, on a créé ça aussi. Au début, je me rappelle il y a des gens qui disent oui, mais l'Union ne veut pas vendre ou ils sont difficiles. Non, je pense qu'on a dû se placer sur scène belge avant tout et après en Europe aussi, parce qu'on était un joueur nouveau dans le jeu et on a dû se battre pour notre place. Mais je pense qu'on a montré qu'on délivre qualité. Et ces qualités méritent un prix. Donc, selon ton modèle économique, l'Union Saint-Gilloise ne peut pas survivre chaque année s'il ne vend pas de joueurs. C'est impossible, vous êtes obligé de vendre. Je pense qu'il n'y a pas un club belge, hors peut-être le club de Bruges, qui est capable de le faire différent. Je pense qu'on est ici un pays, on n'est pas la France ou l'Angleterre, où il y a beaucoup de sponsors, les droits télé, qui sont maintenant encore sous pression aussi. Et c'est pas grave. Alors, il faut faire qu'on ait toujours... il faut regarder où est-ce qu'on peut alors chercher. Alors, je pense que pour un club de foot, ça devient de plus en plus important, ce sont les transferts. Et je pense que les clubs belges donnent le bon exemple en Europe. C'est quoi éduquer des joueurs pour après les vendre. Et je pense que quand on fait un transfert, ça dit beaucoup plus, ou ça peut dire beaucoup plus que les droits télé d'un an ou des revenus sponsoring, ticketing. Mais aujourd'hui, l'Union, c'est déjà un grand club. La vérité, c'est ça. C'est vrai que vous le gérez... C'est quoi les paramètres d'un grand club quand on parle du stade, du sponsoring, de tout ça? Non. Mais, et ça, c'est pour moi le truc vraiment positif qui est bien. On a montré que tu ne dois pas être un grand club classique pour avoir du succès en Europe et en Belgique. Et je pense que ça fait rêver les fans, les autres clubs, tout le monde. On a montré, tout le monde peut faire ça. Mais il faut essayer de trouver d'autres manières pour créer un budget. Et ce que nous, on a fait avec le recrutement. Ouais. Mais tout ça, c'est un secret de maison. C'est pas possible. Il se passe quelque chose de magique à l'Union. Moi, quand je vois la façon dont le club évolue, je me dis, déjà, première alerte, mais c'est à toi de me dire si c'est une alerte ou pas. Comment vous allez faire pour continuer à progresser sur les 2-3 ans à venir? Est-ce que vous avez des projections? Est-ce que vous voyez en réunion, vous dites, OK, en 2030, on sera là parce qu'on a ça comme objectif, ça, on veut arriver, ça, c'est les défis. On doit réaliser d'un point de vue, je sais pas moi, structurel, changement du stade, etc. On doit continuer à monter, on doit continuer à progresser. Donc ça et ça, c'est des étapes qu'on doit continuer à faire. Et puis de l'autre côté, forcément, c'est la magie de la data. La vérité, c'est que l'Union est beaucoup assimilée à la data et tu le sais. Moi, je sais que toi, tu t'es un peu battu contre ça en disant il n'y a pas que la data, etc. C'est vrai, mais quand les gens parlent de l'Union, ils se réfèrent beaucoup au travail de Tony Bloom par rapport à Brighton, par rapport à ce qu'il est en train de faire à Hearts of Middletown maintenant, etc. Donc, c'est vrai que ça, c'est une magie où les gens se disent mais ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. Tu vois, c'est comme si tu vas dans un restaurant et qu'il y a une sauce secrète et que les gens ne savent pas en fait. Parce que c'est pas possible d'avoir tout le temps bingo. C'est quand même extraordinaire. Vous êtes tout le temps en train de réussir chaque transfert que vous faites et vous les vendez pour des prix incroyables. Il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Oui, mais je pense jouer bingo, oui. Mais je pense que ça ne va pas chaque année être comme ça. Okay. Je pense que c'est vrai. Mais pas chaque transfert réussit. Mais parce qu'on est un petit club, de temps en temps, ça passe. Comme ils sont entrés sans beaucoup de bruit, ils partent aussi sans beaucoup de bruit. Ça, je pense qu'on est un peu aidé par le fait qu'on est un petit club. Au moins au niveau de communication. Mais ce sont deux choses différentes, je pense. Je pense que, c'est vrai qu'on a toujours essayé de faire un max avec un petit budget et on fait beaucoup de bons transferts, oui. Et là, quand on parle de data, oui, c'est vrai que les data font, comme dans chaque autre club dans le monde, je pense, font partie du recrutement. Ça, c'est la base. Chez nous, peut-être un peu plus fort que dans d'autres clubs. Et c'est vrai qu'on a d'autres chiffres que peut-être autres clubs n'ont pas, mais ça, c'est notre base. Et c'est avec ces bases-là qu'on va commencer le boulot. C'est Chris, à ce moment-là, qui va regarder les joueurs qui sont recommandés par les data et qui va les trier, qui va regarder, OK. Mais je pense qu'on sous-estime, ce job-là, et deux, une fois qu'on a décidé de signer un joueur, il faut le convaincre, ça aussi. Maintenant, c'est plus facile aujourd'hui que c'était le cas quand on était en D2. Ça, oui. Mais à ce moment, quand le joueur arrive,
si c'était un star qui demain arrive et qui marque, un peu comme Amoura l'a fait, qui arrive et direct, qui commence à marquer, que tout le monde dit mais comment c'est possible, d'où sort ce joueur-là, c'est facile et ça se passe, mais très rare. Mais la majorité des cas, et c'est là je pense que les gens doivent se rendre compte, arrivent chez nous. Prends l'exemple de Denis Undav. Ou c'est Nyang. Nyang aussi, il lui a fallu 6 mois d'adaptation. Oui, mais je pense qu'Undav est encore pire parce qu'il est arrivé. Et je me rappelle encore en D2, hein, je me rappelle encore qu'on disait, ouf, il a trop de poids. Est-ce qu'il va, c'est pas vraiment, il faut acheter un joueur style les noms connus, hein, les guérir, il faut avoir quelqu'un comme ça parce que je me rappelle qu'on a perdu un match, c'était à RWDM, on disait, avec cet attaquant-là, ça va jamais on va avoir succès. Mais c'est à ce moment que nous, comme club, et que chacun dans ce club sait exactement, ok, le club l'a signé, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Alors il faut travailler avec. Promise David, c'était pareil, par exemple. Je me rappelle encore le match, c'était le Super Coupe qu'on a gagné, je pense, à Bruges, oui, l'année passée, qu'on disait, ouf, et là, on commence à travailler avec. Mais chacun sait, ok, moi je dois amener ça, je travaille avec comme ci, comme ça, et on a confiance, on donne confiance aux joueurs. Et c'est là la force du club. À ce moment, on protège aussi le produit et le joueur, comme quoi il peut grandir aussi. Dans beaucoup d'autres clubs, il a 2 matchs mauvais, il est mis à côté. Donc la force, c'est le fait qu'il y ait moins de pression à l'Union que dans les autres clubs. Moins de pression, certainement oui, mais aussi qu'on le supporte, que tout le monde sait, ok, moi je donne ça. Tout le monde aide pour que ça peut se réussir. Parce que souvent dans un club, tu arrives et tu n'as pas la chance d'avoir succès. Parce que tu es signé par une autre personne ou c'est poussé par-ci, par-là. Nous, on a vraiment une manière de fonctionner. Et c'est vrai, Data joue un grand rôle là-dedans. Mais une fois que le joueur arrive, c'est pas un produit terminé ou défini. C'est là que tout le boulot commence. Il faut un joueur, il faut montrer une mentalité exceptionnelle aussi. Parce que chaque jour, le niveau, c'est beaucoup plus haut, la vitesse, tout va beaucoup plus vite. Ouais. Il faut s'adapter à ça. On ne cherche pas des anges parce que tout le monde dit oui, il faut profil Union, ils cherchent des joueurs parfaits. Non, ça n'existe pas, mais il faut quand même se fin. Et c'est ça ce qu'on cherche. Et tout le monde autour a ces mêmes fins parce que tout le monde veut avoir du succès. Et toutes ces petites choses font que quelqu'un peut réussir à la fin. Parce que, l'objectif reste toujours être performant sportivement. 2, c'est le succès personnel, hein, c'est un transfert ou avoir succès personnellement. Et ça suit après. C'est pour des coachs, pour des joueurs, pour tout le monde. Mais si donc tout le monde regarde et veut la même chose pour le club, c'est avoir succès court terme, gagner chaque match, là tu peux grandir comme club. Mais c'est pas que nous on a un bingo qu'on joue et qu'on tire les numéros, qu'on dit voilà, cette année c'est XXX, on signe les joueurs et magie peut se faire. C'est pas comme ça. Oui, après, comme les joueurs, à la limite, je peux tout à fait comprendre ce que tu dis. Tu as tout à fait raison. Parce que tu as besoin de temps, de travail, tu as l'expérience. On y reviendra plus tard. Il y a peut-être un profil union aussi, c'est possible. À force du temps avec la data, vous arrivez avec ce qu'on appelle les patterns à délier vraiment le profil qui peut aller mieux à l'union plutôt qu'à des d'autres clubs. Mais là où moi, ça m'a impressionné, c'est ici en octobre, quand Sébastien Pocognoli est parti. Parce que, vraiment, l'entraîneur qui était venu, qui avait fait des records de points pris, etc., en play-off, qui va chercher le titre, qui te lâche en octobre, et que tu prends un entraîneur qui est quand même un entraîneur qui n'avait pas beaucoup d'expérience en équipe première. David Hubert, c'est quelqu'un qui était avec les moins 18 d'Anderlecht, à qui on a donné sa chance directement via Wouter Van de Noot en équipe première. Vous le récupérez. Vous le prenez, et là, tout de suite, il est performant. Là, je me suis dit, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qui est de l'ordre peut-être de la technique, de la magie, des chiffres, où il y a quelque chose qui est un secret de maison qui doit être bien gardé. Tu comprends ce que je veux dire ? L'entraîneur, c'est ça qui m'a le plus impressionné. Oui, mais ce sont les mêmes journalistes qui ont dit 1 an avant, quand on a signé Pocognoli, que c'était impossible d'avoir succès avec un jeune coach qui n'a jamais coaché une première équipe. Je pense que là aussi, on a eu des moments difficiles. Hein. Les premiers mois sous Poco étaient aussi
difficile au niveau des résultats, en tout cas. Et que là aussi, on a toujours donné support 100%. Et ça s'est payé à la fin. Ici, ok, c'était pas prévu, hein, en pleine saison. Mais bon, à ce moment, il faut réagir. Et il faut toujours garder en tête, ok, la structure qui va derrière. C'était difficile parce qu'il est parti, mais il a aussi pris 2 personnes avec, du staff. À ce moment... Comment tu l'as vécu, toi, personnellement, d'ailleurs? En tant que Philippe, comment tu l'as vécu, ce départ? J'étais fort déçu. J'étais fort déçu parce que, quand tu commences le championnat, ok, tu veux aussi terminer. Je pense que depuis qu'on est là, on n'a jamais viré un coach en cours de saison. Alors, en l'autre côté, tu le veux aussi ou tu espères aussi. Mais bon, ce sont des choix personnels et on ne doit pas se mettre à sa place. C'est lui qui doit à ce moment prendre cette décision. Et nous, on doit voir parce qu'il y a un groupe derrière, il y a Champions League. Alors, il faut continuer. Et ce qui m'a fait beaucoup de plaisir, c'est que quand je suis arrivé le lendemain ou 2 jours plus tard dans les bureaux à Zaventem, centre d'entraînement, que les joueurs, surtout ceux qui étaient là depuis longtemps, disaient pas de problème, c'est l'union. Ils vont trouver une solution, comme ils font toujours. Et ça a donné beaucoup de soutien. Et c'était vraiment drôle de voir surtout ceux qui étaient là depuis longtemps, parce qu'ils disent oui, on a vécu ça. C'est pas grave, le club va le résoudre. Ils vont venir avec quelqu'un. Et on l'a fait. On a pris notre temps, on a regardé un peu. Et quand on a parlé à David, on savait direct, ok, ça c'est notre nouveau coach et on va le soutenir comme on l'a fait avant. Tout le monde était avec. Il est arrivé, je pense, super bien, bienvenu par tout le monde. Et là, tu es parti parce que lui aussi, je pense qu'il comprend qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut continuer à donner responsabilité à tout le monde autour du club. Ça ne tourne pas autour d'une personne, ça tourne autour du collectif. Et c'est pourquoi je pense qu'on a pu continuer à jouer des bons résultats. Mais tu comprends aussi que les gens s'interrogent sur la machine Union Saint-Gilloise en disant mais c'est pas possible. Il y a aucun club qui sur ces dernières années a cumulé autant de réussites. Parce que très honnêtement, sur les joueurs, on en a parlé des bilans, ceux d'Olivier Renard à Anderlecht par exemple, ceux au Standard de Liège de Marc Wilmots. Il y a beaucoup de clubs sur lesquels on regarde les bilans, même le club de Bruges a beaucoup de ratés. Chez vous, le nombre de ratés, il est vraiment très infime. C'est pour ça que je me suis dit, c'est quand même dingue que ce club-là, peut-être que c'est parce qu'il n'a pas de pression, donc donne plus de temps d'adaptation aux joueurs, ce qui leur permet de progresser, mais a très peu de fail en fait. Oui, je ne peux pas parler pour les autres. Hein, non, mais tu peux parler pour toi. Non, mais pour nous, oui, c'est vrai que le nombre de réussites, c'est élevé, c'est vrai. Et je pense, il n'y a pas une seule raison. Il y a vraiment beaucoup de petits. Je pense que, le recrutement fait du super boulot. Ça, c'est clair. Je pense que quand les joueurs arrivent chez nous, ils savent exactement ce que nous, on veut. Ce qu'on fait aussi, c'est avoir vraiment cet esprit quand tu parles d'un profil ou joueur union, quelqu'un qui a faim. Ça, c'est important aussi parce qu'on parle toujours, oui, l'union ne paye pas beaucoup. Oui, c'est vrai, on paye beaucoup de bonus, mais quand tu signes chez nous, tu sais ça, tu sais ce que tu vas gagner, tu sais que tu joues pour beaucoup de bonus, tu sais aussi que tu vas jouer contre des équipes qui payent beaucoup plus, mais qu'on va les battre. Mais ça veut dire que tu as une certaine confiance. Des revanchards. Peut-être, mais ils ont beaucoup de faim, ils ont un plan carrière, ils veulent vraiment avoir succès. Ils ont confiance en eux-mêmes et en nous, parce que sinon, ils voulaient signer ailleurs. Mais c'est ce fin-là que tu as besoin en cours du championnat. C'est facile, avant le championnat, de dire, OK, moi, je signe là-bas, mais je dois avoir autant, sinon je ne viens pas. Je veux garantie financière, ce que je comprends. Et pour le reste, je vais me donner à fond et on verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas, j'ai ce que je veux. Quand tu signes à l'Union, tu as quelque chose, une somme, et tu sais qu'il y a beaucoup de bonus qui peuvent tomber, hein, que tu peux gagner. Mais pour ça, il faut avoir du succès. Alors chaque jour, tu te battes. Et non seulement toi, mais tu vas aussi motiver les autres parce qu'ils sont avec toi. C'est un jeu du groupe. Tout le monde doit être avec. Et c'est ça vraiment, cet esprit-là, qui est vraiment plaisir pour travailler dedans. Et c'est vrai que quand il y a quelque chose qui est raté, que tout le monde est vraiment déçu, oui, mais cette fin est là.
et tout le monde a aussi une carrière derrière. Et tout ça, je pense, fait qu'on continue et tout le monde se bat et tout le monde veut. Et quand il y a un jour que quelque chose passe moins facile, ok, pas grave, le lendemain, tout le monde est là à nouveau, donne support. Et je pense aussi que notre groupe n'est pas si grand. Alors, tu arrives vite de nouveau dans le pick order. Il n'y a pas 30 joueurs. Je pense que ça sont vraiment des choses que tu sais quand tu signes à l'Union. Et cette réussite-là, est-ce que vous l'aviez planifiée avec la data, avec les chiffres, etc. Avec Alex, le président, et moi, on a souvent parlé. Je me rappelle encore au début quand il parlait, on a une équipe pour jouer Playoff 1. Je disais toujours, oui, il faut se sauver d'abord et après on regarde. C'est vrai que lui, il voyait ça peut-être dans les chiffres, oui, qu'on avait une équipe vraiment. Mais il y a les chiffres, mais il faut le faire aussi. L'année passée, par exemple, quand on a commencé, les chiffres disaient aussi qu'on méritait plus de points. À la fin, ça s'est mis un peu, j'imagine. Mais à ce moment, oui, c'est le foot. Ça dépend aussi des petits détails, des trucs qu'on ne sait jamais. Mais tu n'étais pas étonné, c'est ça que je veux dire. Quand vous avez gagné la coupe, puis que vous avez gagné le championnat, pour toi, c'était un ordre logique. Tu t'es jamais dit en 2020, 2021, non. En 2026, on va être champion. C'était pas planifié. Jamais. Et je ne pense pas. Et même aujourd'hui, si dans quelques mois, on peut être champion, on ne peut pas dire que c'est logique. Jamais un club comme le nôtre, avec notre budget, peut prendre quelque chose comme logique, même se qualifier pour le Playoff 1, est quelque chose d'extraordinaire qu'on doit toujours fêter, parce qu'on ne peut pas prendre ça comme logique. Jamais. Rêver, oui, ça oui. Quand on a gagné notre première coupe, là, c'était vraiment quelque chose, c'était une réussite. Et c'est là qu'il a fait un clic avec beaucoup de gens. Qu'on a dit, après avoir raté 2 fois, je pense, oui, le titre, on avait gagné quelque chose et on avait quelque chose en main, la coupe. Pour nous, c'était vraiment, psychologiquement, c'était vraiment, et je me rappelle encore la joie après. Personnellement, pour moi, c'était beaucoup plus que le titre l'année après. Ce qui est bizarre, parce qu'il y a quand même une différence, mais parce qu'on avait gagné. Et c'était ce jour-là, et c'était vraiment la fête, tout le monde était tellement content. Et pour nous, c'était vraiment... Non, tout le monde était super content. Et là, on a fait le clic, on a dit, si on peut gagner la coupe, on peut aussi être champion. Et que c'est là, je pense que tout le monde a commencé à encore rêver plus haut. Je voulais revenir sur ce dont tu as parlé avec la gestion, avec un budget qui est plus petit, etc. Parce que moi, j'ai souvent entendu parler d'une union qui avait un salary cap, une forme de cap à 400 000 euros brut par an, si on compte pas les primes, etc. Vous bloquiez avec des salaires qui étaient volontairement plus petits en disant justement aux joueurs, tu sais que dans un an, tu peux être parti. Donc tu vas récupérer beaucoup plus derrière parce que nous, ce qu'on va t'offrir, c'est la plateforme en fait. Oui. C'est vrai qu'on travaille avec un cap. La somme ou le total a augmenté entre-temps. Ah, ouais, mais... C'était 400 000, vous avez augmenté parce qu'il y a la Ligue des Champions, etc. Oui, un peu. Non, mais ça grandit aussi d'une manière naturelle. Okay. Ça grandit, on regarde toujours que c'est en ligne. Mais pour nous, c'est important, oui, parce que de nouveau, on ne veut pas des stars. On ne veut pas des gens qui signent et qui disent maintenant, j'ai réussi, c'est fini. On signe des joueurs qui veulent nous utiliser pour arriver encore plus loin, qui ont vraiment beaucoup de confiance. Et ça, c'est important pour nous. Et le moment ou le jour, quand on change ça, je pense que là, on touche vraiment à un de nos piliers. C'est vraiment de dire, OK, non, on veut rêver, on donne possibilité, mais on rêve de plus haut. L'union, tu ne signes pas l'union pour devenir riche. Ça, c'est quelque chose qu'ils doivent comprendre. Et ça fonctionne. Et je pense que cet esprit-là est dans le club. Il n'y a pas un joueur qui est là qui dit « Ouf, je suis bien ici, à l'aise, et on verra ». Non, tout le monde est là avec un plan. Et on est là pour les supporter, mais on demande en retour qu'ils donnent tout pour le club aussi. Et cette manière de fonctionner, oui.
T'as déjà eu un club étranger, un grand club qui est venu, qui t'a dit Philippe, il faut que tu m'expliques comment vous faites pour être aussi performant, pour avoir des performances comme ça au niveau même européen, parce que moi je me rappelle de matchs que j'ai commentés à la télévision française, etc., de l'Union, où vous faites des rencontres exceptionnelles, à Braga avec un très grand Isaac Nilsson, du côté de, à l'époque c'était le stade de Ndreef, vous reveniez à 3-3 avec un exceptionnel Victor Boniface. Enfin, il y a des matchs extraordinaires dans l'histoire de l'Union en Europe. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu un coup de fil d'un dirigeant en disant, mais attendez, Philippe, comment vous faites? Non, mais je pense que chaque match qu'on joue en Europe, on mange toujours ensemble avec les dirigeants des autres clubs le jour du match. Et là, c'est vraiment amusant de voir qu'ils connaissent vraiment le club, qu'ils savent, OK, l'Union, ils ont fait quoi, ils viennent d'où. Ils essayent de comprendre comment on fonctionne. Et moi, j'aime toujours bien quand on peut parler avec eux parce qu'on peut apprendre toujours de tout le monde. Euh, Surtout les petits clubs qui ont un peu les mêmes problèmes que nous. Euh, mais je pense que quand on explique comment nous on travaille, ben, ils disent toujours oui, mais il y a quand même, il faut être quelque chose parce que c'est quand même, peut-être un peu comme toi tu le dis maintenant. Mhm. euh, T'as pas le souvenir d'une mais remarque spéciale d'un club à cette époque-là, à ce moment-là, où tu t'es vraiment dit, ah là, ils cherchent à savoir comment on fait, quoi. non, mais c'est surtout, ce que je me rappelle surtout, c'est que euh, c'était contre Gand, je pense, oui. Ok. Une des premières saisons, c'était Michel Louagie, je me rappelle, qui disait oui, mais après la première saison, tu vas voir maintenant, l'année prochaine, ça sera beaucoup plus difficile. Tu peux pas garder ton budget comme si bas comme c'est. Ok. Et c'est vrai, on le savait, mais on a vraiment, je pense, grandi petit à petit. Et ils ne pouvaient pas comprendre comment c'était possible. Mais je pense que, oui, pour nous, c'est grandi naturel. Et parce qu'on refresh aussi l'équipe chaque année, il n'y a pas cette truc qu'il faut absolument augmenter les salaires et tout ça. Non, on donne chance. Quand on joue en Europe, il y a des possibilités avec des bonus, des trucs. Je pense que les joueurs, à la fin de la saison, passée, mais cette saison aussi, quand ils vont faire leur compte, je pense qu'ils seront contents aussi. Mais ils les méritent. Mais si un club comme le nôtre ne joue pas top 6, oui, les revenus sont beaucoup, beaucoup pires que les grands clubs. Et ça se traduit aussi dans les salaires. Il y a aussi une chose très forte. Certains le critiquent aussi, hein, il faut dire la vérité, Philippe, c'est que les supporters de l'Union, on dit souvent, c'est des nouveaux supporters. C'est les bobos, c'est les gens qui, à la base, n'ont pas vraiment d'attache par rapport au football, mais il y a une hype autour de l'Union qui a fait qu'ils ont voulu s'attacher à ce club, etc. Il y a énormément de supporters qui sont des gens qui étaient là avant la Seconde Guerre mondiale, etc. Hein. Ça, c'est évident, c'est très clair. Mais la vérité, c'est que vous avez dû attirer du nouveau public pour tout simplement les finances, pour pouvoir récupérer encore de la marge bénéficiaire par rapport à d'autres choses. Tu l'as dit, le merchandising, etc. Comment vous avez fait justement pour séduire ce nouveau public? Mais je pense que quand nous on est arrivés, le club était en D2 et ça faisait presque 60 ans qu'ils ont vécu D4, D3, D2. Je pense que c'est normal qu'il n'y avait pas 20 000 spectateurs en 3e ou 4e division. Je pense que l'Union a eu son public depuis toujours, fidèle, en D2, D3. Mais quand on est monté, et même en D2 déjà, il y a eu beaucoup de supporters nouveaux qui sont venus. Je pense que c'est normal, ça fait partie d'un club qui veut grandir. Il y a ça attire, succès attire, c'est normal. Mais nous, on n'est jamais intervenu. C'est vraiment les supporters entre eux qui ont appris c'est quoi être un supporter de l'Union. C'est vraiment la base qui était là depuis toujours, qui a appris aux autres, OK, nous, on respecte ici tout le monde, on ne va jamais siffler contre les adversaires, contre l'arbitre, des trucs comme ça. Et c'est pas nous, on n'a pas de crédit là-dedans, ça c'est clair. Et je pense qu'ils ont appris. C'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters qui n'ont jamais connu une Union qui perd 3 matchs d'affilée. Mm-hmm. Et je comprends la critique qui dit oui, mais ceux vont plus venir le jour quand ils perdent 3 fois d'affilée. On va peut-être jamais savoir, j'espère non. Toi, mais, c'est une crainte chez toi? Tu mais as peur de ça?
Mais il y a toujours des gens qui viennent pour le succès. C'est partout. C'est non seulement chez nous, c'est partout. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de supporters, de nouveaux supporters, qui, même si les résultats étaient moins positifs, venaient toujours parce qu'il y a cette atmosphère autour du stade. C'est vraiment quelque chose de spécial. Quand on parle des gens qui même regardent des foot ou qui vont voir des matchs ailleurs, qui disent quand même c'est spécial ici, l'ambiance qui est autour. Et ça, c'est quelque chose que c'est peut-être critiqué par d'autres, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qu'on ne sait pas expliquer, que nous, on n'a aucun crédit là-dedans. C'est vraiment les supporters qui ont créé cette ambiance et qui les gardent. Et qui, quand des nouveaux entrent et qui voient quelque chose qui ne va pas, qui vont le dire eux-mêmes. On ne doit jamais intervenir, nous, en disant il ne faut pas faire ça, ça, ça. Eux, à part les feux artifices de temps en temps, mais eux vraiment gèrent ça. Et ça, c'est vraiment leur truc et qu'il faut garder pour eux. C'est leur métier, c'est pas le nôtre. Et qu'on critique et qu'on dit voilà, le jour quand ils perdent 3 matchs d'affilée, il y a 1000 ou 2000 de moins. Oui, c'est possible, je sais pas. J'espère qu'on va jamais savoir. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais tu as quand même des critiques de gens qui disent l'Union, c'est un faux club. Tu sais que ça existe. Sur quel parce qu'il était en D2 ou D3 et là il jouait pour 2-3 000 personnes, je sais pas. Allez, non, mais c'est un peu comme que... à l'époque où Manchester City est arrivé en Première Ligue avec les Émiratis. Tout le monde disait Manchester, c'est pas un vrai club, etc. Alors que quand tu regardes l'histoire de Manchester City, c'est un club qui a vécu des choses avant les Émiratis. C'est peut-être le conservatisme du football. Certains ont du mal. Non, certainement. Mais je pense que l'Union est toujours le club avec le troisième histoire plus riche du foot belge. C'est vrai que ça date, ça datait, maintenant ça recommence, ça datait beaucoup d'il y a 60, 70 et plus, mais c'est vrai que d'un coup, il y a un club qui arrive là, c'était période Covid, tout d'un coup, il y a un club qui joue pour le titre. C'était du jamais vu. L'année d'après, de nouveau, et ça continuait avec autres joueurs, autres coachs, tout ça. Et c'est vrai que c'est peut-être difficile à comprendre. Je comprends, mais c'est à nous de montrer voilà, qu'on mérite d'être là. Et on essaye de le faire chaque année. Non seulement nous, mais aussi nos supporters et tout le monde qui est lié au club. De quoi tu as besoin pour essayer de compete le club de Bruges sur la scène européenne? De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qu'il vous faut là? Pour être aussi constant qu'eux, aussi régulier qu'eux, avoir le même niveau de performance, qu'est-ce qui manque à l'Union? Oui, mais je pense qu'avant tout, on a toujours dit on ne va jamais se comparer avec quelqu'un. Non, mais parce qu'on a une histoire qui est... Il y a une différence de level incroyable pour le moment, mais c'est normal. Mais je pense que, de nouveau, on ne doit jamais, et ça c'est un peu l'ego qui joue beaucoup dans le foot, que nous on ne veut pas. On ne va jamais se comparer, on ne va jamais dire si on veut être là, on doit faire ça, ça, ça. Non, on a notre propre histoire. Ça ce qu'on regarde, on doit être sain financièrement, on veut aussi être performant, et ça c'est vraiment nos clés. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire des transferts, des trucs. Mais si on veut grandir comme club, parce que il y a quelques minutes, tu posais la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour encore grandir? Je pense que le club ici a besoin de stabilité autour du club. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire un nouveau stade où tes revenus peuvent grandir vers quelque chose qui est sain. Ça veut dire un stade de 16 000 places où tu sais, tu peux avoir 1, 2, 3 saisons qui sont peut-être pas top quand il n'y a pas de foot en Europe. Ça veut dire aussi moins de transferts, qu'on peut survivre. Aujourd'hui, on doit chaque année vendre des joueurs. On doit chaque année jouer en Europe si on veut vraiment jouer pour le plus haut. Si on peut augmenter cette ligne de base un peu vers le haut, que le sponsoring, que tout peut grandir, on peut dire une année peut-être, mais cette année on va peut-être vendre pas de joueurs ou moins de joueurs, qu'on n'est pas en Europe, qu'on peut survivre, ça, on peut toujours survivre à cause du travail qu'on a fait dans le passé, mais cette base-là doit grandir. Et c'est là qu'on peut dire, maintenant, la base minimum peut encore grandir, mais il faut aussi être honnête, c'est vrai, un nouveau stade et au niveau commercial, ça doit grandir, mais le foot belge, la réalité, c'est que sans Europe et sans transfert,
tu peux avoir même un stade à 30 000 places. Tu ne sais pas avoir un budget qui est vraiment prêt pour se battre en Europe. Il faut le total. Et c'est pas grave. C'est la Belgique ici. Je pense qu'on a fait à l'époque, c'est super fort. De nouveau, on pense que c'est ça à faire aussi avec les playoffs, qui font que les clubs belges sont performants en Europe, parce qu'on a créé quelque chose artificiel peut-être, parce qu'il n'y a pas un championnat pour 18 clubs du haut niveau. Mais regarde ce qu'on a fait, et regarde ce que Bruges fait, regarde ce que nous on fait. Genk, Gand à l'époque aussi, ils l'ont fait. Alors, on mérite, comme club belge, notre place là, mais on a fait ça d'une manière créative. Mais moi, j'ai l'impression que tu es aussi content que l'Union reste un petit club. Tu vois ce que je veux dire Oui. dans l'esprit? Parce que ça te permet de continuer à travailler sans avoir trop de pression sur les épaules. Oui. Oui, je pense, parce que de nouveau, ça fait partie, quand on parle de DNA, oui, ça fait partie de notre DNA, que nous, on est humble et qu'on ne veut pas être un grand club. On veut avoir des grands résultats, ça oui, mais on n'est pas, on ne doit pas rêver, ou on doit... Et ça, c'est de nouveau l'ego du foot qui joue, qu'on dit qu'on veut toujours, tout le monde veut toujours être le plus grand. Nous, on n'a pas besoin de ça. Mais tu vas plus pouvoir y échapper longtemps à ce statut de grand club, tu le sais. Tu vas peut-être gagner le championnat cette année, je te le souhaite. C'est mon souhait pour toi. Si tu ne le gagnes pas, tu vas peut-être te qualifier pour la Ligue des Champions, pour une deuxième année d'affilée. À un moment donné, tu vas plus pouvoir te dire « Ok, on est un petit club ». Parce que l'Union est en train de progresser d'une telle façon et veut continuer à progresser qu'à un moment donné, les regards vont être de plus en plus sur toi. Et tu le vois aussi, et ça, il faut en parler, avec de plus en plus de polémiques arbitrage, où on commence à dire l'Union est favorisée, l'Union a l'avantage, etc. Donc ça aussi, c'est des choses qui commencent à se retourner, alors qu'avant, il n'y avait pas ces discussions-là sur l'Union. Mais oui, c'est vrai. Mais ça, pour moi, c'est du pression qui est mis par des autres clubs, par des journalistes aussi qui disent maintenant l'Union doit devenir un grand... Ils sont devenus un grand club, mais je pense que de nouveau, on doit vraiment garder notre esprit qu'on avait à la base et ne pas perdre de vue ça. Parce que de nouveau, comme on demande beaucoup des joueurs, du staff, du coach, nous comme dirigeants aussi, on doit vraiment ne pas oublier notre ligne de conduite et continuer. Et que tout le reste met du pression, même les supporters, ils mettent du pression. Il faut être performant. C'est pas de problème, c'est normal, c'est leur truc. Mais nous, on n'a jamais changé du ligne de conduite et ça, on doit vraiment garder. Et que la pression vient après, pas de problème. Et je dois quand même dire qu'on va toujours essayer de rester dans notre tête un petit club. Et si donc on n'a pas ce stade, il n'y a pas de raison pour nous voir comme un grand club. Parce que de nouveau, 2 mercato mauvais, une saison mauvais, tu retombes sur un budget de combien? Oui, mais encore une fois, tu as tellement besoin de ce stade. Oui, besoin de ce stade alors, il n'y a pas de raison pour parler d'être un grand club. Ouais. Parce que, de nouveau, les chiffres sont... Les réalités sont là. Hein. Samedi, on joue contre Saint-Tron, match de play-off 1. Qui aurait dit ça il y a quelques années, que ça c'était un match de play-off 1, Saint-Tron, Union. 2 clubs du K11 il y a 1 an. Voilà. Et voilà, mais c'est comme ça. On regarde saison par saison. On veut progresser, oui, mais on a vraiment besoin de ce stade si on veut vraiment grandir. Mais ça veut pas dire, ça va pas nous limiter parce que ça c'est un peu, je pense que les gens mélangent ça un peu. Oui, il faut un stade, mais sans stade, le stade ne va pas nous limiter, à jouer pour le titre. On peut toujours être performant, oui, mais le stade va faciliter. Et c'est pas qu'avec un stade qu'on va être champion plus régulièrement, non, mais ça va aider à faire grandir le club. D'un autre niveau. Mais ça, Philippe, je sais à quel point c'était ton cheval de bataille. Hein. Tu as beaucoup travaillé là-dessus, tu continues. Ça n'a pas été toujours facile avec les dirigeants, les politiques à Bruxelles pour toi. Tu as beaucoup eu parfois des gens qui t'ont mis des bâtons dans les roues, notamment certains bourgmestres, etc. C'est pas la politique le sujet de l'émission, mais moi je sais qui sont les bourgmestres qui t'ont mis des bâtons dans les roues. Tu n'as pas eu la chose facile aussi pour toi, tu vois. Non, mais quand je suis arrivé, c'était en 2018. Et il y avait les élections juste après. J'ai rencontré le bourgmestre à l'époque, le nouveau, et j'ai dit nous, on veut un nouveau stade. Et il rigolait, il disait oui, mais
essaye déjà de remplir et de ne pas descendre, et essaye déjà de descendre vers l'amateur et de remplir le stade actuel. Je dis, mais ok, pas de problème, je comprends et je demande pas d'argent, soyons clairs, mais je veux juste dire, on veut un nouveau stade, long terme, ça fait partie de nos plans, on va être performant, mais je comprends aussi que tu ne vas pas me prendre sur mes paroles, on va te montrer, mais c'est déjà que dans quelques années, on veut construire ce stade, et on ne va jamais demander l'argent, mais il faut quand même un peu d'aide au niveau de permis, des trucs comme ça, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir ensemble où est-ce que ce stade doit se trouver. Mais à ce moment-là, on n'a pas trouvé de soutien. Par contre, au niveau régional, oui. Là, oui, on savait, parce qu'il y a quand même un club qui arrive, qui veut construire leur stade, qui veut le financer. C'est pas négatif, je pense, pour une région. Oui, à ce moment, ils ont compris, OK, il faut donner support à cette idée-là. Et là, ça a donné beaucoup de support, mais c'est vrai que ça a pris quand même pas mal d'années pour y arriver. D'ici 2030, ça y est, on se le dit. D'ici 2030, c'est un objectif stable. Mais on va introduire notre demande dans les semaines à venir. Mais ces deux-là, ce n'est plus dans nos mains. C'est vraiment au niveau, même pas politique. Et on va avoir des recours, j'imagine. Et on essaie de parler à ces gens parce que c'est pas qu'on veut imposer un stade et dire, OK, ici on construit notre stade comme nous on le veut. On a pris tous les trucs en main quand la région disait oui, mais il faut peut-être travailler avec un concours parce qu'on trouve que c'est important que le stade a l'air ou donne ambiance Bruxelles. On veut que tu travailles avec des personnes locaux. On l'a fait, on prend des choses en main. On a aussi parlé ou essayé de parler aux gens qui étaient contre pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes contre. Mais si la réponse est oui, mais on est contre chaque brique qui est mise à Bruxelles, c'est difficile. Et je comprends. Ce sont des principes. Ça, on ne peut pas changer. Mais avec le respect, on veut vraiment construire aussi un stade qui est écologique, qui apporte quelque chose aux régions, qui apporte quelque chose à ce quartier-là, et qui va vraiment faire grandir, parce que je me rappelle toujours, il y a des gens qui n'aiment pas le foot. Je sais que pour vous et pour votre public, c'est difficile à comprendre, mais il y a aussi des gens qui n'aiment pas le foot. Et c'est comme ça on ne peut pas changer. Mais il y a quand même l'ancien bourgmestre de Saint-Gilles, Charles Piquet, qui disait, quand il a quitté le politique, il disait « L'Union a eu le succès où ils ont pu faire que moi, dans ma carrière politique, j'ai jamais réussi à faire autant qu'ils ont fait dans quelques années. C'est d'avoir des personnes, n'importe quelle origine ou truc, tout le monde ensemble pour fêter quelque chose. Et c'est ça le foot. C'est ça ce qu'on amène. Peut-être que toi, tu n'aimes pas le foot ou le match même, mais vraiment, d'avoir tout le monde ensemble, faire fêter quelque chose en paix, ensemble, n'importe de quel truc. Et ça, c'était vraiment quelque chose message aussi simple et logique peut-être, mais quand tu réfléchis, c'est ça en fait ce que le politique doit faire. C'est réunir les gens. Et c'est ce que nous, on fait avec notre club. Tu es quelqu'un qui a fait énormément de ventes de joueurs à l'international. Boniface, Bayer Leverkusen. Cameron Puertas, Al-Qadsiya, Amoura, VfL Wolfsburg. Il y a également, évidemment, le plus récent, Ivanovic, du côté de Benfica. Simon Adingra, à Brighton. C'est exceptionnel et c'est aussi grâce à ça que l'Union s'est fait connaître à l'international. C'est quoi ton plus beau transfert? Raconte-moi. C'est beau transfert. Chaque histoire est spéciale et on parle toujours des gens. Et il ne faut jamais oublier que dans cette affaire-là, le jour quand un joueur dit qu'il veut partir ou qu'il y a un transfert, à ce moment, tu es à trois parties. Tu deviens trois parties. Tu as le club, un autre club et le joueur avec son entourage. C'est difficile. Moi, j'essaye toujours, pendant la période que le joueur est chez nous, d'avoir une certaine distance parce qu'on sait, OK, on a signé un joueur, mais dans un an ou deux, le joueur part de nouveau, était dans une discussion totalement différente. Mais ça commence déjà le jour quand il entre. Parce que quand on va signer un joueur, j'essaie toujours d'avoir dans ma tête la manière comment il entre, il va aussi sortir. Parfois, ils essaient de jouer des jeux pour entrer,
Et le moment qu'ils ont la possibilité de sauter pour un autre club, ils vont faire la même chose. Il ne faut pas être naïf. Euh, Chaque histoire est différente, mais j'essaie toujours d'être respectueux vers tout le monde, mais aussi faire comprendre que c'est notre métier, c'est notre business, ça fait partie du club. Il y a un aspect business. Et c'est difficile. Parce que quand tu as un joueur devant toi qui pleure, qui dit oui, mais tu vas détruire ma vie, ma carrière, je dois signer là-bas. Si je ne pars pas maintenant, ma vie c'est terminé, enfin ma vie professionnelle c'est terminé. C'est difficile. Et je pense que surtout au début, on était nouveau sur le marché. Je me rappelle encore un dirigeant d'un club belge qui me disait oui, mais on te fait une offre ici, tu dois être content qu'on veut ton joueur. Mhm. Et pour moi, je dis mais non, c'est quand même, c'est un joueur. S'il joue pour l'Union ou pour un autre club, la valeur du joueur reste le même. Hein. C'est pas parce qu'on est nouveau sur le marché que nos produits, nos joueurs, doivent être vendus moins cher. Ils ont leur valeur, rien à voir avec le club. Et c'est là que je me dû vraiment battre pour avoir un prix raisonnable ou un prix correct. Parce qu'on ne demande pas des trucs de rêve, mais on veut juste être rémunéré d'une manière correcte, que tout le monde peut s'en retrouver. Et finalement, on a toujours trouvé les accords. Il n'y a pas un joueur qui peut dire qu'il a été tué par le club ou que le club l'a mis dans un truc difficile. Non. Mais c'était pas facile, certainement au début, pour dire ok, ça c'est, on a dû vraiment se battre pour avoir ces prix raisonnables, et ça facilite aujourd'hui notre vie énormément parce qu'on a l'histoire qui montre les prix, mais aussi après ils ont encore progressé quand on regarde Undav, quand on regarde Boniface aussi en Angleterre, en Allemagne, comment il a fait après. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on a dû se battre. Et chaque histoire est différente, mais c'est vrai que, par exemple, un Boniface, le premier offre et le prix final, c'était deux mondes différents, mais on a fait ça en transparence, en respect pour les parties, pour les clubs, et sans crier ou n'importe quoi, ou faire la guerre entre les parties. Alors, c'est possible, hein. Vous avez toujours été très discret. Sur le marché, les dossiers sont, en termes de fuite, très bien gérés. L'Union Saint-Gilloise et le club, à titre personnel, puisque c'est quand même un peu aussi mon travail de faire des infotransferts, Philippe, vraiment, c'est le club où j'ai le plus de difficultés à trouver des informations. Pour être vraiment honnête avec toi, ça veut dire que tu fais très bien ton travail. Parce que même pour les sorties, etc., les dossiers sortent très vite. Et dès que ça sort, dans les 24 heures, ça veut dire que c'est ficelé, qu'il y a un done deal et que derrière le dossier, il est fait. Est-ce que vous avez une méthode? Est-ce que c'est de l'espionnage? Je ne sais pas comment tu travailles, quoi. C'est très intéressant à comprendre. Oui, mais je pense que là, notre point fort est, de nouveau, comme j'ai dit, on gère le club avec 3 personnes. Il y a beaucoup de personnes derrière qui travaillent, mon assistant, le legal, mais tout le monde sait que, on est dans un monde où il y a beaucoup de fuites et de trucs, mais parce qu'on est si petit, on sait gérer ça. Et je ne sais pas comment on fonctionne dans d'autres clubs, mais parfois des trucs sont jetés aussi d'une manière express. Et ça c'est pas toujours une bonne signe. Nous, on essaye vraiment de travailler d'une manière correcte. On va jamais jeter des trucs ou qui sont pas vrais ou pour augmenter le prix ou des trucs comme ça. On fait pas. On essaye de faire notre boulot. Il y a des fuites, il y a toujours des fuites. C'est votre boulot aussi, je comprends, il n'y a pas de problème. Il y a les agents qui ont leur intérêt là-dedans aussi. Pas de problème. Mais on essaye vraiment d'être correct quand on achète et quand on vend. Il y a des discussions, toujours, c'est normal. Moi, je veux toujours payer le moins possible, et quand je vends, je veux toujours le plus possible. C'est normal, tout le monde a ses intérêts là-dedans. Mais ça doit rester, je pense, quand même correct. Et il y a toujours le marché qui joue, le marché qui parle. Et si donc tout le monde respecte ces réalités-là, normalement, on sait toujours trouver un accord. C'est quoi le transfert le plus fou? Raconte-moi l'histoire. Mets-moi dans ton bureau, là, je suis une petite souris, je suis dans ton bureau à côté de toi, l'histoire le plus fou que tu as vécu sur un transfert. Ça peut être un achat, ça peut être une vente, ce que tu veux. Mais avec tout ce que tu as eu comme dossier à gérer les étés, il y en a bien un qui t'a retenu dans la tête, qui t'a marqué, où tu dis ça, c'est vraiment une histoire de fou, si je peux raconter, c'est dingue. Mais je pense que il n'y en a pas beaucoup.
Parce que les histoires de fous se passent quand? Se passent toujours les derniers jours. Mais là, nous, normalement, on a toujours terminé notre boulot. On essaie toujours d'être tôt. Et là, quand tu travailles tôt, il y a pas des histoires de fous comme ça, je pense. Et ce qui est bien pour nous aussi, je pense. Le seul joueur qui est sorti vraiment tard, c'était Charles Van Hout ici, l'été passé. Je me rappelle que j'étais, parce que pour nous c'était fini, parce qu'il faut entrer ces listes du Champions League. C'était, je pense, le 31 août. Mercato allait encore jusqu'au début septembre, mais la liste devait être entrée fin août. Et je me rappelle encore, j'étais en taxi de l'aéroport de Nice à Monaco pour le tirage du sort du Champions League. Et je passe le stade de Nice quand on m'appelle pour dire, OK, il y a un intérêt de Nice pour Charles. Et je dis, mais c'est pas possible parce que, bon, je viens de savoir qu'on va jouer ici le Bayern et tout ça. Mais c'était, oui, le joueur avait vraiment le transfert en tête et à ce moment, c'est difficile. Parce que tu as une responsabilité vers le joueur, oui, mais tu as aussi une responsabilité vers 50, 60 personnes qui sont prêts pour commencer le Champions League avec un joueur qui est un des joueurs clés dans l'histoire, parce que qui jouait. Où est le bilan? Et à ce moment, bon, heureusement, on a vite parlé avec Alex et Chris et on a dit, OK, on va voir ce qu'on peut faire. Parce qu'il faut le remplacer. Est-ce qu'on est capable de le faire, oui ou non? Et on était clairement ouvert et avec le joueur, on a dit, écoute, si on ne peut pas te remplacer, tu dois comprendre. Et à ce moment, je pense que le joueur le comprenait. Mais à ce moment, mets-toi à sa place. Hein, il peut signer un deal dans un club qui va peut-être changer sa vie. C'est pas facile. Et à ce moment, c'était vraiment beaucoup d'appels la nuit, je me rappelle, entre les clubs, joueurs et tout le monde. Il y a même un moment donné où le deal était off, hein. Je me rappelle de ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vraiment... J'imagine imagine pour nous, c'était vraiment un roller coaster, mais imagine pour le joueur qui à ce moment voit des chiffres peut-être sur table et Ligue 1 et qui après voit oui ou non, oui, et c'est vraiment... Oui, j'imagine que c'était pas... Et je l'ai dit aussi, je dis, Charles, à ce moment ici, on n'est plus du même côté. Tu as des intérêts, je défends le club et il y a un autre club, mais je te comprends. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, on va voir ce qu'on peut faire. Et à ce moment, c'était bien que c'était Charles aussi qui comprenait, j'espère, mais qui rêvait à ce moment vraiment de ce transfert. Je comprends. Mais le discours en off dans ce dossier qui a débloqué, apparemment, de ce que l'entourage de Charles m'avait dit, c'est que tu as dit aux gens qui s'occupaient du dossier, je veux bien, on relance, mais alors il faut aucune fuite dans la presse. Tu avais vraiment dit, on le fait, mais je veux rien voir, je veux rien lire, il faut que ça se fasse en discrétion totale. C'est vrai. Et c'est logique parce que si à ce moment, parce que ça se passe, qu'eux mettent la pression dans la presse, imagine que ça se passe comme ça, eux mettent dans la presse, il y a un accord avec Nice, à ce moment, ma position ou notre position pour le remplacer devient impossible. Chaque club où je tape à la porte pour dire hey, il me faut un joueur dans les 24 heures à venir parce que le nôtre va signer ailleurs pour somme X, oui, ça ne m'aide pas. Hein. Tout le monde me voyait déjà venir. Et à ce moment, heureusement, ils ont respecté ça aussi. Et ça a aidé à réaliser leur... Mais j'étais ouvert à eux en disant que voilà, moi, on doit te remplacer. Si toi, tu vas me faciliter la vie ou pas, aide. Si ton transfert sera fait, oui ou non. Et ils ont respecté, rien n'est fuité, presque rien est fuité. Et on a pu faire un deal et le joueur a pu partir après. Et tout le monde était, j'espère, content. Oui, tu avais déjà Rob Schoofs en tête. Tu l'avais déjà. Je me rappelle que Chris disait oui. C'est une bonne connaissance à toi, depuis l'époque. Je le connaissais, Chris et moi le connaissaient d'avant, oui. Mais Chris a parlé avec et il a dit ok, je pense que quelque chose est possible, mais je me rappelle encore que lui avait aussi un truc familial à ce moment, c'était pas direct possible de parler et on devait aussi parler à Malines.
Mais finalement, bon. Et à ce moment, allez, il faut aussi, qu'est-ce qu'on fait à ce moment? Est-ce qu'on dit non, on le garde parce que chaque joueur chez nous est important. On peut pas dire, c'est quoi, on le fait pas, on le met deux semaines dans le noyau B ou C, et bon, il va revenir. Mais c'est difficile pour un club qui a que 25 joueurs. Quand un joueur clé, allez, sont des êtres humains, il faut aussi être. Mais je pense qu'à ce moment, parce qu'on avait cette relation ouverte, j'étais pas toujours du même avis que Charles, mais on pouvait le dire, tu vois. Mhm. Et lui comprenait, j'espère, de mon côté et l'envers aussi. Ça a aidé que finalement tout le monde a pu se retrouver dans ce deal. Mais si à ce moment tu ne te mets pas dans sa place et tu dis simplement désolé, mais je ne vais pas commencer ici 24 heures pour essayer de le remplacer, qui est impossible hein, à ce niveau. Tu ne peux pas le remplacer quand il y a un joueur qui sort de l'Union qui est vendu pour X millions. Tu ne peux jamais direct te remplacer avec un joueur qui va donner direct la même chose. On vient de discuter au début, il faut toujours s'adapter, tout ça. Alors, voilà, on savait, mais si on avait vraiment dit non, on ne fait pas, je pense qu'on avait créé quelque chose qui n'était pas bien. Comment tu gères la relation avec les agents de joueurs? Comment est-ce que Philippe Bormans travaille avec les agents? Parce que je sais que ça n'a jamais été facile pour toi. Au départ, tu as des très bonnes relations avec certains agents. Vous avez aussi le modèle de la data qui vous aide à ne pas parler directement avec les intermédiaires, mais directement aller chercher les clubs, etc. Donc ça vous aide aussi pour ne pas parler avec beaucoup d'agents et tout. Mais en même temps, euh, la relation entre un CIO et les agents de joueurs est très importante, surtout pour les ventes. Comment tu gères cette relation? Oui, mais je pense que là aussi, ça commence avec l'achat. Hein. Et là, c'est vrai, heureusement, on n'a pas besoin des listes des agents ou des recommandations des agents. Peut-être dans d'autres clubs, c'est différent, mais je sais que chez nous, ce n'est pas le cas. On va toujours chercher le joueur et qui est son agent. Et ça aide beaucoup. Parce que si tu dois direct commencer avec un agent, une recommandation d'agent, ça ne fonctionne pas comme ça. Ok. Ça veut dire aussi que quand tu regardes et tu prends tous les datas du monde, ben, c'est rare que tu arrives 2, 3, 4 fois chez le même agent. Ça se passe 2 fois, peut-être 3, mais c'est rare que dans notre club, il y a des joueurs qui sont tous chez le même agent. Mhm. Ça aide beaucoup. Ça, c'est déjà une chose. Comme ça, tu es toujours autonome et on peut fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'entre-temps, parce que les joueurs changent aussi vite, hein, qu'il n'y a pas des agents qui peut-être essayent de signer un joueur qui est chez nous parce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire un transfert après. Ok, ça se passe aussi. Ça, on n'a pas en main. On a en main quand on signe un joueur. Ça, tu gères pas. Ouais. Ça, on ne peut pas faire. Alors, ça donne une diversité d'agences. Important. Quand il sort, oui, ça, c'est autre chose. Ça, c'est... Ils ont leur métier. Ils doivent défendre les droits du joueur. Moi, j'ai mal à comprendre qu'ils commencent avec la base défendre leurs droits ou leurs intérêts. Et je l'ai dit aussi, c'est toujours le joueur qui doit être central dans cette histoire et qu'eux font leur boulot. Ils ont un job à jouer, certainement. Ils ont une valeur ajoutée, hein, parce que quand on parle, il y a qui disent oui, mais on n'a pas besoin des agents. Je pense oui. Hein, un joueur a besoin d'un agent pour lui défendre. Un joueur ne doit pas s'occuper d'aller trouver intérêt à gauche-droite, de faire un planning carrière. Non, il doit jouer, il doit se concentrer sur ça et les agents peuvent aider. Mais la réalité, c'est qu'il y a des agents qui pensent différent, qui pensent qu'ils ont une écurie, des joueurs et qui font comme sont un club. Non, c'est pas ça leur boulot. Et ça clash de temps en temps, oui, c'est vrai. J'essaie toujours de collaborer avec les agents si possible, parce que finalement, on a tous le même but, ou on doit avoir le même but, c'est de dire, ok, un deal, meilleur deal possible, si un joueur peut aller à club X, et c'est bon pour le club, ici pour nous, tout le monde peut gagner. Ça devient problématique quand un agent vient vers toi et qui dit, on va dans ce club-là, et toi, tu vas recevoir ça. À ce moment, ça devient difficile parce que nos intérêts ne sont pas respectés. C'est le marché qui décide le prix. Et après, si le joueur décide d'aller à X ou à Y, pas de problème. Mais le prix reste le prix de marché, le prix correct. Et là, de temps en temps, ça donne des tensions. Mais finalement, allez, jusqu'à présent, on a toujours
réussi à trouver les accords nécessaires. De temps en temps, il faut se mettre à table, il faut dire les points, il faut se mettre aligné, mais normalement, on y arrive. Oui, la généralité des deals de l'Union Saint-Gilloise se passe bien, surtout au niveau des ventes. Je pense qu'il y a 2 exceptions sur lesquelles moi j'ai des informations, et on avait notamment une discussion concernant ce dossier, mais ça date d'il y a quelques années, c'était le transfert de Teddy Thomas du côté de Stade de Reims. Il y avait également le retour avec Alcatia et Cameron Puertas, où là aussi c'était très conflictuel, etc. D'une manière générale, parce qu'il y a des histoires que moi je ne connais pas aussi, Philippe. Quelle est ta pire expérience avec un agent par rapport à un dossier? Oui, mais je pense que pire, il y a. Je pense pas qu'on a vraiment eu des trucs qui se sont pas faits. Je pense que entrant, mais ce sont des histoires qu'on connaît pas, parce que quand il y a un agent qui dit, nous on va vers un joueur, on dit on va jamais contacter direct le joueur, tu peux pas. On voit, ok, l'agent est X, on contacte l'agent et que sa première réflexion est moi je dois avoir autant plus X% sur la vente. Désolé, mais on va jamais faire ce deal. Et on a raté beaucoup de bons joueurs par rapport à ça. Mais ok, c'est pas notre philosophie, c'est notre manière. Et court terme peut-être c'était facile et vite signé et on regarde après comment on gère le problème. Non, on dit juste simplement on veut pas ce joueur parce que c'est pas, peut-être le joueur n'est même pas au courant ce qu'on demande pour lui, mais nous on dit non, ça on veut pas. Au niveau de vente, quand tu parles de Thomas, avec Teddy, j'ai toujours été très ouvert, ce que nous on voulait. Et à la fin, bon, si eux n'étaient pas d'accord avec ça, je pense quand je vois Teddy, allez, j'ai beaucoup de respect pour lui, je pense que lui aussi pour nous, pas de problème. Le cas de Cameron, il y avait beaucoup d'agents qui ont essayé d'entrer entre les deals. Et là, j'ai un problème avec, parce que quand il y a un club qui veut un joueur, on peut faire un deal direct. Et si derrière, eux veulent faire des trucs, pas de problème. Mais moi, je parle direct avec le club quand il y a un intérêt. Et j'ai pas envie de donner des mandats ou des trucs ou des gens. Sinon c'est quoi mon job? S'il y a un agent qui vient vers moi qui dit oui, mais je sais que tu parles avec ce club, mais donne-moi un mandat et moi je vais te faire le deal et tu me payes autant. Et ok, mais alors c'est mieux que toi tu viens ici sur ma poste et tu viens le job. Mais il y a beaucoup d'argent qui sort du foot pour des raisons qui ne sont pas toujours nécessaires. Et ça donne parfois des conflits, je me rends compte de ça. Et tout le monde doit survivre et doit gagner sa vie. Mais c'est pas toujours... Allez, tu as une blacklist ou pas? Avec des joueurs, des agents avec qui tu ne nous, veux plus comme travailler? club, on a certainement des listes. Mais de nouveau, quand on regarde, quand on signe quelqu'un, souvent, on est confronté avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que c'est un joueur... Oui, bah vous allez chercher des joueurs voilà. en Estonie, Voilà. en Lettonie. Comment Voilà. est-ce que tu veux connaître les agents? Ce serait fou quand même. Non, mais souvent, quand on va plus loin, on a presque, ils se renseignent, ils prennent par exemple un partenaire en Belgique. C'est pas que... Allez, il y a beaucoup d'agents, pas de problème, et on donne toujours chance à tout le monde de se montrer. Mais c'est vrai que voilà, avec l'expérience qu'on gagne, on sait qu'il y a aussi des agents qui ont peut-être pas les bonnes intentions ou les intentions avec lesquelles nous on peut s'aligner, et on préfère peut-être de ne pas travailler avec certains. Oui. Sur le marché, on m'a parfois parlé de tes accointances avec un agent qui est, comme le dirait très bien Peter Verbeek, qui est venu ici dans cette émission, très compétent pour vendre des joueurs, c'est Moji Bayat. Il y en a beaucoup qui ont, entre guillemets, fait le lien avec ça. Est-ce que toi, tu pars sur la même idée que celle que Peter nous disait dans l'émission, en disant « il est compétent pour faire quelque chose, si il est bon et qu'il peut m'apporter une affaire, je fais le deal avec lui, qu'importe son histoire, sa vie, etc. » Ou alors tu regardes quand même l'historique? Je pense que avec Moji, on a fait certainement quelques deals sortants, surtout des joueurs qui sont partis où lui était l'agent, ou peut-être lui était entré comme interlocuteur pour l'agent ou pour le joueur. Et on a toujours été vraiment très clair avec lui, qu'on dit voilà, nous comme club, on a vraiment une manière de fonctionner.
et c'est le prix du marché qui décide. Ne viens pas, hein, comme je viens de dire, ne viens pas avec une seule offre. On veut toujours faire le marché, on regarde toujours ensemble. Et parfois, ça a aidé. Et je me rappelle même dans un dossier où c'était au début, où on devait encore créer le marché pour créer la valeur pour nos joueurs, parce qu'on n'était pas encore en Europe, où un joueur disait simplement, moi je vais là, et voilà, ça c'est le prix que tu vas recevoir. Et je me rappelle que là, c'était Moji qui est venu après, et dans les 24 heures, il avait deux offres, où non seulement nous, on recevait un prix qui était multiplié par l'offre initiale qu'on devait accepter, mais pour le joueur aussi, il y avait une offre qui était augmentée par rapport à ce qu'il lui avait déjà dit que c'était OK pour lui. Et je me rappelle quand finalement le joueur est parti quand même à ce club, mais le club a dû s'aligner avec le prix de marché et ils ont même dû augmenter le salaire du joueur. Et je me rappelle que le joueur disait, oui, mais quand même, allez, c'est bien que ça se fait comme ça parce que maintenant, je gagne plus, mais le joueur comprenait aussi que ton statut comme joueur, quand tu entres dans un club et on a payé une somme quand même correcte, est beaucoup plus élevé. Et tout le monde te voit, ça ne devait pas être comme ça. Mais la réalité montre que quand tu entres et un club a fait un effort pour toi, tu as aussi beaucoup plus de soutien dans le club le jour quand tu souffres. C'est comme ça. Mm-hmm. Oui, toi, ça ne t'a jamais gêné, c'est-à-dire l'historique de sa vie et tout. Tu t'es dit, on prend l'homme pour la compétence, le professionnel va nous aider à faire fonctionner. Et quelque part, il y a aussi un dossier qui n'a rien à voir avec toi, dont je peux te parler. C'est l'histoire du transfert de Nurio Fortuna, de la Gantoise, de Charleroi à la Gantoise. Les agents de Nurio Fortuna, qui est le joueur latéral gauche angolais, qui aujourd'hui n'est plus du côté de la Gantoise, mais c'est pour ça que je peux en parler, m'ont dit, ces agents m'ont expliqué que le transfert était beaucoup plus juteux, ça rapportait beaucoup plus d'argent s'il faisait le transfert avec Moji que s'il le faisait tout seul. Donc c'est à peu près ce que tu expliques tout à l'heure, toi. C'est-à-dire que là, il a la capacité d'apporter dans des dossiers plus d'argent, et forcément pour le club, ça a une conséquence claire. Ouais. C'est qu'on travaille avec lui. Oui, mais pour nous, allez, on n'est jamais obligé de travailler avec quelqu'un, sauf si le joueur dit, voilà, mon agent maintenant c'est X. Quand on signe, prolonge, n'importe quoi, et on doit. On a toujours le choix de ne pas travailler avec. Hein. Ça, c'est le truc à ce moment. Mais moi, je peux parler, et on a parlé au début, je me rappelle, du dossier de main propre. On a toujours dit, le moment quand quelqu'un est condamné, ben, on ne peut plus travailler avec, c'est simple. Mais ce n'est pas à nous de faire le process d'un agent. Nous, on voit ce qu'on voit direct quand on travaille avec. Quand le légal décide, hein, on fait, parce que par rapport à ça, je me rappelle, j'ai signé à Union, c'était à 18, et c'est là quand le dossier main propre a explosé. Union était un des seuls clubs, ensemble avec Saint-Tron où j'étais avant, qui n'était pas impliqué là-dedans. Et on a toujours dit, la ligne de conduite, c'est simple. Sinon, qu'on peut travailler, il y a une liste des agents légaux qui ont une licence. On travaille avec tout le monde, à condition que nous, on veut travailler avec. Ici, Moji, on a travaillé dans quelques dossiers avec. Et pour nous, il a toujours été correct. Et surtout dans les ventes. C'est vrai, il a un network qui est... Et c'est normal, parce que je me rappelle aussi... quand on vient de parler de ce joueur où la somme a augmenté, il dit, mais pourquoi tu dois mettre un agent sur le dossier? J'ai pas besoin, il va peut-être aussi prendre. Je dis, mais toi, tu veux partir, tu veux quitter le club. On doit signer un remplaçant pour toi, parce que tu veux partir. Il y en a encore 5 autres qui vont être vendus, qui doivent être remplacés. Il y a un staff où il y a chaque année aussi des changements. Hein, on a aussi signé un coach. À ce moment, je comprends, tu veux ton transfert, mais je ne peux pas demander à Chris pour travailler 24 sur ton dossier. Oui, on a ce qu'on veut, mais on ne peut pas commencer à appeler « Hey, t'es pas intéressé à notre joueur ici ?» Non, ça c'est le truc d'un agent. Et quelqu'un qui a beaucoup de contacts, c'est comme un joueur de foot. Pourquoi est-ce qu'un joueur de foot de Barcelone gagne plus qu'un joueur dans un petit club? C'est parce qu'il sait faire quelque chose, qu'il a un talent. Et c'est vrai que son talent, c'est de faire des deals. Et sinon qu'on est respecté là-dedans, on peut travailler avec lui. J'ai une petite surprise de fin d'émission pour toi, Philippe. C'est une petite vidéo, c'est la séquence traditionnelle La Sauce, c'est une question de la communauté pour toi. Alors tout de suite, c'est parti
pour la sauce. Petite vidéo surprise pour terminer l'émission, Philippe. Hop, je vais te donner cette vidéo et puis évidemment, on en parle juste après. Voilà. Salut Philippe, j'espère que tu me reconnais. On se voit assez souvent dans le stade. Avant de poser ma question, Philippe, je voulais aussi te féliciter, comme je l'ai fait précédemment au président, à Chris, directeur sportif, de ce que vous réalisez depuis 5-6 ans à l'Union Saint-Gilloise. C'est véritablement un exploit. Avec des changements d'entraîneurs, avec des changements de joueurs. On est toujours dans cette Coupe de Belgique. Toutes les années, on joue pour le titre. C'est vraiment fantastique, c'est incroyable. Concernant ma question, Philippe, je te pose cette question plus à une personne administrative, une chose qui est importante pour le club, c'est quand le nouveau stade va-t-il naître? Je sais que c'est certainement pas évident. Pour moi, ce serait bien entendu une petite tristesse, mais je sais pertinemment bien que l'évolution de l'Union Saint-Gilloise, c'est avec un nouveau stade. Alors, ça sera pour quand? Bien à toi, Dani. Eh oui, bah oui, maintenant il faut terminer par une année. Dis-moi quand est-ce que l'Union Saint-Gilloise va avoir enfin son nouveau stade, Philippe? C'est la dernière question, il faut nous donner un horizon. Oui. Petite exclusivité pour en off. On va dire 2030. 2030, voilà. Allez, c'est notre rêve, le dossier est vraiment fort, on va le financer 100% nous-mêmes, on a vraiment fait tout. Quand on va voir les plans, c'est vraiment bien fait. C'est pas un grand stade, c'est 16 000, ça correspond à nous. Parce qu'il y a beaucoup qui disent ouais, il faut rêver beaucoup plus grand. Non, c'est ce que nous on a besoin, c'est ce stade-là. Et voilà, on sait qu'on a encore beaucoup de combats à faire, mais on est prêt et je pense que le dossier est vraiment fort. Oui. Du côté de Forêt, du côté de Saint-Gilles, du côté de Bruxelles d'une manière générale, ça reste là ou ça ira ailleurs? Non, on reste sur le site du BEMT, okay. qui est en face de Audi, juste à côté du ring. C'est vraiment l'endroit où il faut construire ce stade. Bon, bah, je te laisse faire les dessins. Alors, on va se laisser là-dessus. Horizon 2030 pour le stade. Merci beaucoup. Voilà. Merci infiniment, Philippe, d'avoir été dans l'émission. C'était un véritable plaisir que de pouvoir t'accueillir. Merci à vous d'avoir été présents dans En Off. Comme chaque semaine, évidemment, on se retrouve directement la semaine prochaine avec un nouvel invité. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes allé au bout de cette émission. Si vous êtes en podcast, les 5 étoiles et le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on remercie bien évidemment Unibet Expert, le support de cette émission. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et comme je l'ai dit, on continue avec encore toujours plus d'invités avant la fin de saison. Ciao, ciao.